Bonjour à tous. Aïe, 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 j'ai perdu mon sujet là. Ça y est, c'est reparti. Excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes, décodeurs et décodeuses. Voilà, alors aujourd'hui, bon, c'est un sujet informatique sur la sécurisation du monde post-quantique. Voilà, donc là, on pense que c'est une puce quantique en fait que vous avez affichée à l'écran. Et euh, Eh ben, ça risque effectivement de poser des petits soucis pour l'avenir, et notamment pour la cryptographie, on risque d'avoir de petits problèmes. Imaginez demain que quelqu'un prenne la possession d'un ordinateur quantique, qu'il ait, pourquoi pas, dans le futur, un ordinateur portable quantique, ce qui n'est pas pour demain, je tiens à vous le dire, mais vu que la science avance très vite, que la technologie avance très très vite, ce que l'on dit aujourd'hui n'est plus vrai demain, quoi. Donc là, je lisais un article, alors j'essaye de faire la synthèse de ce que j'ai lu, parce que bon, je peux comprendre hein, pour les personnes qui n'ont pas forcément des notions de l'informatique, que ça va être assez complexe ce que je vais dire. Comment vous expliquer ça? La cryptographie, si vous voulez, c'est ce qui va vous permettre, eh ben, tout simplement, de cacher vos messages, en quelque sorte, c'est une manière de parler. Quand vous envoyez, par exemple, des données, vous envoyez un mail ultra secret, vous envoyez des photos ultra secrètes. Et on utilise généralement ce qu'on appelle des clés, on appelle des systèmes de cryptage. Alors vous avez l'algorithme de Shor, par exemple, S-H-O-R, je crois. L'algorithme de Shor qui va factoriser un nombre entier. Il va le factoriser en nombre premier. Pourquoi? Parce que tous les nombres entiers sont des factorisations des nombres premiers. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris un peu à l'école. Pour pas avoir été à l'école d'ailleurs, hein, quasiment, parce que moi, j'ai pas de bac. Hein. Seulement, je suis curieux, je m'intéresse. Et les frères Bogdanov, d'ailleurs, en avaient parlé dans leur livre Le code secret de l'univers. Tout nombre entier est la factorisation des nombres premiers. Alors, plus votre nombre entier est grand, plus vous allez avoir une factorisation importante. Donc, il faut savoir que les ordinateurs quantiques peuvent effectivement utiliser des nombres entiers très très grands, des milliards, des trilliards de chiffrements, enfin je veux dire un nombre de trilliards, vous voyez par exemple, un nombre qui serait nommé en trilliards ou en milliards, et pouvoir le factoriser en nombre premier. Donc je ne sais pas si vous voyez la puissance de calcul du truc. Grâce au qubit, je reviendrai un peu sur la notion du qubit. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si demain, effectivement, comme je vous ai dit, une personne a en sa possession un ordinateur quantique, hein, par exemple, bah, il pourrait péter tous les codes que nous utilisons aujourd'hui. Quasiment tous les codes seraient pétés. Toutes les clés utilisées pour le cryptage, le RSA par exemple, pour nommer que lui, il y a d'autres systèmes de cryptage parce que vous avez ce qu'on appelle les systèmes asymétriques. Le RSA, c'est un système asymétrique et donc serait pété. Toutes les clés seraient pétées. Donc n'importe qui pourrait transférer des fonds d'une banque à une autre, d'une banque à son compte, parce qu'il aurait accédé aux ordinateurs des banques, etc. Vous imaginez la pétoche qu'actuellement ont les gens qui sont dans la sécurité informatique là, hein. Tout ce qui va être lié notamment à la cryptographie, ça risque d'être très 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 tendu. Voilà. Donc c'est pour ça l'article se nomme justement, je vous le lirai quand même, il dure un certain temps, sécuriser le monde post-quantique. Et donc à partir de là, il peut, à partir d'une clé publique, comment vous expliquer ça? Vous avez en fait, si vous voulez, une clé privée qui appartient en fait à la personne, qui est la factorisation généralement du nombre entier en nombre premier. Et vous allez avoir l'autre personne qui va avoir une clé publique pour reconnaître en fait le nombre premier. Donc ce nombre, il est mélangé, hein, il est carrément mélangé. Donc on ne peut pas le déchiffrer. Donc on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il a voulu écrire, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Vous voyez, c'est très très complexe.
Mais là, grâce à l'ordinateur quantique, mais lui, l'ordinateur quantique fait les deux à la fois, la clé privée et la clé publique. Oui, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on peut effectivement décrypter tous les messages. Bon, je vais vous lire l'article, ça sera beaucoup plus clair, hein, parce que même moi, je ne sais pas si j'ai été bien clair. Parce que comment expliquer les choses complexes, hein, en, en essayant de les simplifier à leur maximum. Donc on va le lire, c'est marqué que l'informatique quantique est inévitable, la cryptographie se prépare à l'avenir. L'informatique quantique a débuté, vous voyez, au début donc des années 1980. Plutôt que de rester effectivement restreinte par les limites des circuits et de l'électricité, l'informatique quantique fonctionne selon les principes de la physique quantique, donc les lois d'intrication, etc. Ce qui explique pourquoi elle est capable de traiter si efficacement des problèmes mathématiques très complexes. Elle pourrait un jour, par exemple, réaliser des exploits dont l'informatique classique, donc binaire si vous voulez, base 2, est tout simplement incapable. L'évolution des ordinateurs quantiques a été lente, mais les choses s'accélèrent désormais grâce aux efforts d'institutions universitaires comme l'université d'Oxford, le MIT et l'université de Waterloo, et d'entreprises comme IBM, Microsoft, Google et Honeywell. Alors Honeywell est assez puissant, hein. Il y a WAV aussi, il y a DWAV aussi, mais bon, ils n'ont pas nommé DWAV. IBM a joué un rôle donc de premier plan dans cet effort d'innovation et a désigné l'optimisation comme l'application la plus probable à la fois pour les consommateurs et les organisations. La société Honeywell prévoit de sortir ce qu'elle appelle l'ordinateur quantique le plus puissant du monde et d'employer ses capacités à des fins aussi variées que, par exemple, la détection des fraudes, l'optimisation des stratégies de négociation, la sécurité, l'apprentissage automatique, machine learning, la chimie et les sciences des matériaux. Alors pour parler justement, je fais une petite parenthèse, là il nous parle justement de l'apprentissage automatique. Il faut savoir que sur les derniers Mac qui viennent de sortir, parce que je vous avais fait une capsule là-dessus, il y a effectivement l'apprentissage automatique. Donc, c'est-à-dire l'intelligence artificielle est intégrée dans la puce M1 qui est une architecture ARM. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça parce que là, voilà, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est un peu complexe. C'est une architecture qui travaille avec ce qu'on appelle le RISC. Il y a le RISC et le CISC. Vous avez deux choses, le x86 et le CISC, c'est Complex Instruction System Computer. Et vous avez la réduction instruction système computer, qui est encore différente. C'est le travail sur les cycles d'horloge, en fait, sur le cycle. Voilà. Donc, l'apprentissage automatique des machine learning, la chimie et les sciences des matériaux. En 2019, l'équipe chargée effectivement de l'intelligence artificielle quantique, qu'on appelle l'IAQ. Vous avez l'IA, l'intelligence artificielle classique sur les machines binaires, et maintenant on a aussi l'IAQ, intelligence artificielle quantique. Chez Google, annoncé que sa machine de 53 qubits, c'est énorme, hein, 53 qubits, je peux vous dire, c'est énorme. Une unité comparable au bit de l'informatique classique avait atteint effectivement la suprématie quantique. C'était la première fois qu'un ordinateur quantique était capable de résoudre un problème plus rapidement que n'importe quel ordinateur classique existant. Cet événement fut effectivement à l'époque considéré comme une étape marquante. L'informatique quantique va modifier à jamais la physionomie de la sécurité sur Internet. Vous imaginez bien. En particulier dans le domaine de la cryptographie, c'est-à-dire des techniques de sécurisation des communications et des informations sur des canaux de communication comme Internet. Le chiffrement donc constitue un élément essentiel de presque tous les aspects de la vie moderne. Des opérations bancaires aux communications cellulaires, au passage par le réfrigérateur connecté et les systèmes qui permettent par exemple au métro de fonctionner et de rester à l'heure. Cette nouvelle génération d'ordinateurs ultra puissants et hautement sophistiqués a le potentiel de réduire à néant des décennies de travail consacré au développement des algorithmes. Vous imaginez ce qui est dit là?
des décennies, ils expliquent qu'en fait des décennies ont été appropriées pour créer des algorithmes puissants, comme l'algorithme de Shor par exemple. Et là, lui, l'ordinateur quantique arrive et il vous efface ça en quelques secondes, en quelques minutes. C'est hallucinant, quoi. Et effectivement, des normes de chiffrement que nous utilisons aujourd'hui, comme le système RSA, justement, avec la clé publique et la clé privée. Voilà, comme SSH, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez, déjà, on a un petit tableau là de que si jamais il y a des hackers qui se procurent un ordinateur quantique dans le futur, s'il n'y a rien qui a été fait en amont, ça va être compliqué pour les sociétés et les banques, hein. Les ordinateurs quantiques vont percer les algorithmes de chiffrement modernes. Il faut le savoir, hein. Donc les ordinateurs quantiques peuvent partir d'un nombre entier, donc on va parler d'un nombre entier, très important, et trouver très rapidement ces facteurs premiers à l'aide de l'algorithme de Shor. Donc vous voyez qu'un nombre entier va être factorisé par ces nombres premiers. Qu'est-ce qui a fait que ce nombre existe? Quels sont les nombres premiers qui ont créé ce nombre entier? C'est ce qu'expliquent les frères Bogdanov dans leur livre, justement, Le code secret de l'univers. Tous les nombres entiers sont liés aux nombres premiers. C'est les nombres premiers qui créent les nombres entiers, et ensuite il faut faire la factorisation pour savoir qui de ces nombres premiers ont pu réaliser ce nombre entier. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui est si important dans le contexte de la sécurité chiffrée? La plupart des techniques, voyez, de chiffrement actuelles reposent sur des algorithmes qui intègrent des problèmes difficiles issus de la théorie des nombres, comme par exemple la factorisation conçue en 1976, le chiffrement RSA, qui veut dire Rivest Shamir Edman, c'est l'inventeur du système RSA, constitue le précurseur de presque tous les schémas de chiffrement modernes. Fondamentalement, dans un système de chiffrement à la clé publique comme le chiffrement RSA, chaque participant dispose d'une clé publique et d'une clé privée. Donc on a les deux sur un ordinateur, on a généralement, même en SSH, on a la clé publique et la clé publique avec soi et la clé privée, pardon. Pour envoyer un message sécurisé, voyez, les données sont codées sous forme d'un grand nombre et brouillées à l'aide de la clé publique, détenue par la personne à qui vous souhaitez envoyer le message. La personne qui reçoit donc le message peut le déchiffrer grâce à sa clé privée, parce que sa clé privée, c'est la factorisation du nombre qui est envoyé, du nombre entier qui est envoyé. Oui, je sais, dit comme ça paraît un peu bizarre. La personne qui reçoit effectivement le message peut le déchiffrer grâce à sa clé privée. Voyez, dans le chiffrement RSA, la clé publique se présente sous la forme d'un grand nombre et la clé privée par ses facteurs premiers de ce grand nombre, justement. Ce que je vous ai dit au départ. Sans ça, ça ne marche pas, hein. Parce que comme on va mélanger le nombre, imaginez, je sais pas, le nombre 1 milliard 300 millions et quelque chose, on le mélange. Et comment vous pouvez savoir que c'était 1 milliard 900 millions, 990 millions, 800, je sais pas, hein, je donne un nom, 870 par exemple. Comment vous pouvez le savoir? Vous voyez, 1 milliard 998 millions, 98 millions 762, 450 par exemple. Comment vous allez savoir si je le mélange que c'est ce nombre entier? Donc pour le savoir, il y a ce qu'on appelle la factorisation. On le mélange, mais on sait que derrière, ça correspond à ce nombre-là grâce à la factorisation du nombre entier en nombre premier. Oui, je sais. C'est des mathématiques, hein. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Faut pas m'en vouloir, hein. Grâce à l'algorithme de Shor, un ordinateur quantique disposant donc de suffisamment de qubits pourrait factoriser de grands nombres, évidemment. Dans le cadre du chiffrement RSA, une personne possédant un ordinateur quantique peut partir d'une clé publique, par exemple, hein, la factoriser, ça veut dire la constituer en nombre premier, d'accord? Il va la factoriser afin d'obtenir la clé privée, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Et ainsi pourrait lire effectivement n'importe quel message chiffré à l'aide de la clé publique.
Voilà, parce que c'est la clé publique qui va chiffrer, c'est-à-dire qu'elle va mélanger le nombre entier, il va être mélangé, donc vous allez dire, mais à quoi correspond ce nombre? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, elle, la clé privée, sait ce que ça veut dire, parce que c'est la clé privée. Ne donnez jamais votre clé privée, évidemment. Si vous donnez votre clé privée, là, vous êtes dans le caca. Mais généralement, les systèmes font que vous ne donnez pas votre clé privée. Il faut vraiment être vraiment bateau pour aller donner sa clé privée dans un système de chiffrement. Cette capacité donc factoriser le nombre anéantit pratiquement l'intégralité de la cryptographie moderne. Les répercussions donc liées à cet algorithme sont donc considérables car la sécurité omniprésente dans nos façons de communiquer et de partager les informations en ligne repose sur le chiffrement. Ainsi, si un adversaire parvenait à prendre le contrôle d'un ordinateur quantique, il pourrait théoriquement engendrer un chaos total. Vous avez bien entendu, il pourrait engendrer un chaos total. Il serait à même de créer donc des certificats de chiffrement, ah et bah oui, méthode avec un ordinateur quantique, et de se faire passer pour une banque par exemple, voyez, afin de voler des fonds, perturber par exemple la technologie Bitcoin, hein, messieurs les Bitcoins là, effectivement, et de s'introduire dans des portefeuilles numériques, ainsi qu'accéder à des communications confidentielles et les déchiffrer. Certains comparent cette menace au bug de l'an 2000, vous voyez le fameux Y2K. Toutefois, contrairement au bug de l'an 2000, nous ne savons pas à quel moment la technologie de chiffrement existante perdra son caractère sécurisé. Les chercheurs se préparent et travaillent dur à l'élaboration de solutions de chiffrement résistantes à l'informatique quantique afin d'anticiper les menaces. Eh ben bon courage à eux, hein. Je leur souhaite beaucoup de courage aux chercheurs là, hein. La cryptographie à l'épreuve de l'informatique quantique est toujours à l'étude. Quand pourra-t-on effectivement construire un ordinateur quantique suffisamment puissant pour anéantir l'ensemble de la cryptographie moderne? Certaines estimations, ce processus pourrait prendre de 10 à 15 ans. Vous voyez, ça va vite, hein, la technologie. Les entreprises et les universités, bon, les chercheurs, ils ont 10-15 ans pour trouver des parades, mais ouais, j'espère pour eux. Les entreprises et les universités se sont donc engagées à innover dans le domaine de l'informatique quantique et de certaines avancées ont d'ores et déjà vu le jour dans le domaine. Contrairement aux ordinateurs classiques, les ordinateurs quantiques reposent sur des effets quantiques qui ne se produisent qu'à l'échelle atomique, c'est-à-dire subatomique, atomique. Pour instancier un qubit, il est nécessaire de disposer d'une particule présente des effets donc quantiques comme un électron ou un photon. Ces particules étant extrêmement petites et difficiles à manipuler, l'un des plus grands obstacles à la conception d'ordinateurs quantiques consiste donc à trouver un moyen de maintenir la stabilité des qubits. C'est là la complexité, hein. Suffisamment longtemps pour effectuer les calculs complexes impliqués dans les algorithmes de chiffrement. Voilà. Parce qu'il faut savoir que l'ordinateur quantique d'aujourd'hui, pour le moment, il travaille avec des températures extrêmement basses. Ce que vous voyez là, c'est une puce quantique, vous voyez, avec des petites cellules, là on les voit. Ça, c'est les petites cellules que vous voyez. Alors, en général, ce sont les qubits qui sont représentés. Mais le problème, c'est que il faut refroidir ce petit joujou à moins 270 degrés, c'est-à-dire le 0 Kelvin, le 1 Kelvin, je crois, c'est-à-dire la température absolue. Et sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut une supraconductivité établie par l'extrême froid, justement, pour pour essayer d'avoir des qubits stables, hein. J'ai bien dit pour essayer, parce que la moindre particule qui interfère, c'est mort. C'est voilà, vous observez simplement, vous avez l'expérience, hein, dans la physique quantique de Jung, les fameuses fentes de Jung, où si vous observez vous avec vos yeux un photon qui passe ou un électron à ce moment-là, eh ben vous avez modifié ce qu'il est. Oui, vous l'avez modifié, c'est-à-dire que vous dites c'est pas possible, il s'est dédoublé, comment il a fait pour arriver à traverser les fentes de Jung.
Une seule particule qui traverse 5-6 fentes de Young. Bah, c'est comme ça, c'est la physique quantique, c'est les lois de réplication de la physique quantique, mais vous avez aussi les lois d'intrication. Là, j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est il y a à peu près une semaine, ils ont fait une expérience et ça y est, ils ont réussi à, avec une particule quantique, à plusieurs milliards, des trilliards de kilomètres, des milliards, de pouvoir avoir ce phénomène d'intrication. Si vous envoyez par exemple un effet sur la particule B réagit instantanément. Voilà, donc c'est plus de la vitesse, c'est directement une forme de téléportation. C'est assez complexe à expliquer parce que la physique quantique, c'est très très... en fait, ça va un petit peu contre notre propre logique. Hein. Est-ce que notre cerveau est un cerveau quantique pour pouvoir comprendre le quantique? C'est très complexe. En parallèle, le développement, voyez, d'avancées en matière donc, de sécurité demandera tout autant de temps, évidemment. C'est-à-dire le temps qu'on aura mis pour réaliser cet ordinateur quantique qui sera sur votre bureau d'ici une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, bah, il faudra autant de temps pour trouver des parades au niveau de la cryptographie, vous l'avez bien compris. Le National Institute donc, of Standards, le NIS, and the Technology, NIST, s'impose comme le chef de file des travaux en matière de définition des algorithmes de chiffrement post-quantiques qui viendront remplacer le RSA. Un projet actuellement à l'étude a pour objectif de tester et sélectionner un ensemble d'algorithmes résistants à l'informatique post-quantique, allant au-delà du chiffrement à la clé publique existante. Le NIST prévoit d'émettre entre 2022 et 2024 une recommandation concernant donc 2 ou 3 algorithmes utilisables à la fois pour le chiffrement et les signatures numériques, comme par exemple le souligne Dustin Moody, mathématicien du NIST. L'organisation donc souhaite couvrir autant de points que possible en cas de nouvelles attaques capables de mettre à mal tous les maillages connus. Nous aurons toujours quelque chose sur quoi nous rabattre. Bon courage, mais bon. Les participants au programme du NIST ont développé des implémentations à haute vitesse, l'algorithme post-quantique sur différentes architectures informatiques dans le cadre d'un partenariat Cloudflare. Et Google ont réalisé en 2019 l'expérience TLS post-quantique. Voilà, voilà. Bon, je ne vais pas vous assommer plus, hein, parce que moi-même, c'est pas que ça me gonfle, mais bon, après, c'est toujours, je regarde justement la suite, ouais, en infrastructure, et on parle des sociétés beaucoup après, plus qu'autre chose, Microsoft, Cloudflare, ouais, il n'y a rien de particulier. Ouais. En tout cas, il y a des soucis à se faire hein, pour si l'ordinateur quantique évidemment est sur votre bureau d'ici une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on va dire. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà donc ce qu'il en est pour vous dire à quel point les choses évoluent. On est vraiment dans une dystopie. En fait, ça va très très vite. Voilà, voilà. Pour parler d'un autre sujet sur la picouse, je ne vais pas utiliser l'autre mot. Le CD, je crois que c'est le CDC d'Atlanta, a annoncé que sur 108 000 vaccinés entre le 17 et le 18, il y a déjà 3200 personnes qui sont malades à vie, qui vont demander des soins importants. Bravo. Évidemment, la publicité commence hein, dans les médias, les merdias là, de merde. Hein, c'est le cas de dire. Je me suis d'ailleurs énervé ce matin. Là. Moi, je suis responsable des autres parce que j'ai fait piquer. Une espèce de débile mental, hein, de QI à 2 chiffres, là, de mes deux. Voilà, donc ils verront peut-être les effets dans 5 jours pour eux. Et puis dans une semaine, et puis dans un mois, puis dans 3 mois, puis dans 2 ans, puis dans 10 ans. Il y a les effets à court et moyen et long terme. Voilà, bon. Hein, voilà.
Voilà. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est, vous allez voir sur la page de l'UPR, François Asselineau en a très bien parlé. Et c'est ce que j'aime bien chez Asselineau, c'est qu'il est toujours très précis dans ce qu'il dit. Il ne dit pas n'importe quoi. Il va chercher ses informations. Il est extrêmement précis, ce monsieur. Après, on peut lui reprocher d'autres choses, mais en tout cas là-dessus, non. On ne peut pas lui reprocher. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Un peu lacunaire, je sais, hein. Ça va pas forcément plaire à tout le monde cet article. Je peux comprendre, mais j'en donne un petit peu pour tout le monde, pour ceux qui veulent aussi s'intéresser au domaine de la sécurité informatique et notamment de la cryptographie, parce que c'est très important, hein. Vous voyez, aujourd'hui, on peut même crypter ses mails, mais le souci que l'on peut avoir, c'est que demain, si un ordinateur quantique a les moyens de prendre possession, vous imaginez des banques, il peut se faire passer pour une banque, l'ordinateur quantique, et à ce moment-là, il peut casser toutes les clés qui seraient utilisées et faire des transferts de fonds, par exemple. Voilà. Donc c'est assez chaud. C'est assez chaud. On pourrait, par l'ordinateur quantique, faire des voix de synthèse très particulières. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse. Un bon dimanche à tous et à toutes des codeurs et des codeuses. Au revoir.